Fake News de Libération, les décodeurs du monde, l'AFP Factuel. Ils sont des dizaines et des dizaines à défendre le politiquement correct au sein d'entités gavées d'argent public, de votre argent. Et nous, sur Immédiat, nous sommes une toute petite équipe pour démonter les mensonges du système. Nous avons besoin de vous. Aidez TV Liberté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. Trump et la Russie, l'heure des comptes pour les médias. Alors que de très nombreux médias américains attendaient impatiemment sa chute dans l'affaire d'une possible collusion avec la Russie, Donald Trump a une fois de plus remporté une victoire. Racaille contre Rome dans le 9-3. Des rumeurs d'enlèvement d'enfants circulent depuis plusieurs jours dans les cités de la région parisienne et provoquent des violences contre des Roms. Les médias semblent étrangement rechignés à reconnaître l'origine des agresseurs. Grand remplacement, les décodeurs pris la main dans le sac. Il aura fallu plus de 7 jours et un article de leur principal concurrent pour que les décodeurs du monde corrigent une donnée d'importance sur le grand remplacement. Erreur ou intox, telle est la question. Et vous retrouverez le zapping et les tweets. C'est une victoire énorme pour Donald Trump aux États-Unis, une défaite cinglante pour la caste politico-médiatique américaine qui espérait la chute du président des États-Unis. Le rapport de Robert Mueller sur une potentielle collusion entre Donald Trump et la Russie de Vladimir Poutine a été rendu et les conclusions sont sans équivoque. Donald Trump est innocent de toute collusion. L'enquête était d'envergure, comme nous l'a rappelé récemment Thibault Bastide. Au total, pendant 22 mois, 19 procureurs et 40 agents du FBI ont enquêté sur ces soupçons, procédé à la réquisition de 2800 documents et ont auditionné 500 témoins. Une entreprise de démolition qui a, semble-t-il, échoué. Aux États-Unis, c'est la gueule de bois médiatique, car de nombreux médias et journalistes espéraient une chute de Trump. En témoigne ce titre du Washington Post. Les conclusions de l'enquête de Mueller soulèvent de nouvelles critiques de la couverture médiatique. Avec comme sous-titre « Vient désormais l'heure des comptes pour les médias dominants ». Et dans cet article, les journalistes écrivent « Les conclusions du rapport ont été un coup de tonnerre pour les médias dominants et les commentateurs majoritairement libéraux qui ont passé des mois à insister sur une possible collusion ». Et l'article du Washington Post cite un éditorialiste de Rolling Stone qui déclare « Personne ne veut entendre ça, mais il s'agit d'un coup fatal pour la réputation des médias américains ». Le Washington Post note dans son article comme exemple de traitement médiatique un peu biaisé, un journaliste du New York Magazine qui écrivait en juillet dernier à propos d'une rencontre à venir entre Vladimir Poutine et Donald Trump « Ce pourrait être non pas une négociation entre deux présidents, mais un rendez-vous entre un agent russe et son supérieur ». Alors après la conclusion du rapport Mueller, ce même journaliste qui avait écrit ça quelques mois plus tôt, a défendu son travail. Et le Washington Post note que plusieurs autres médias américains ont également défendu leur couverture médiatique de la possible collusion entre Trump et la Russie. Finalement, dans cet article qui est plutôt honnête, le Washington Post revient sur la couverture énorme par les médias américains de cette collusion, en notant que le Russia Gate a été une obsession médiatique, le deuxième sujet le plus traité l'année dernière, avec le Post, le New York Times, CNN.com, MSNBC.com, qui ont écrit plus de 8500 articles sur le sujet et des chaînes câblées qui ont consacré des centaines d'heures d'émissions à ce sujet. Autre article un peu gêné, celui du New York Times. Après le rapport de Mueller, les dirigeants de médias défendent leur travail. Dans cet article, les journalistes écrivent que la couverture médiatique a fait que des millions d'Américains ont placé leurs espoirs en M. Mueller. Et plus loin, on apprend que malgré cette responsabilité, le directeur du Washington Post ou encore du Times n'ont aucun regret quant à leur couverture, estiment avoir fait leur travail. Le New York Times note quand même que plusieurs journalistes de divers médias
ont été obligés de démissionner après des scandales divers liés à cette enquête, comme par exemple ABC News, CNN ou des journalistes de BuzzFeed. Donc, si ces deux articles du Washington Post et du New York Times sont très prudents quant à la remise en question, on sent quand même généralement bien le malaise dans la presse américaine. Et on a un journaliste prix Pulitzer, Glenn Greenwald, un journaliste très attaché aux libertés publiques, qui ne prend, lui, pas du tout de pincettes, en déclarant notamment « Ce qui me rend très triste, c'est de voir toutes ces personnes ayant misé leur crédibilité journalistique dans ce qui s'est révélé être une imposture et une arnaque totale, continuer à essayer de se raccrocher à quelques restes de crédibilité. » Et il ajoute, encore plus vindicatif, « Aussi humiliant a été la débâcle médiatique qui a mené à la guerre d'Irak, ce que les médias ont fait ces dernières années dans l'affaire Trump-Russie rend cette histoire irakienne presque anecdotique. Les erreurs, les mensonges, la fausseté, l'imprudence et les spéculations qui ont été produites en boucle et que Robert Mueller a définitivement enterrées, voilà qui est bien plus humiliant journalistiquement parlant et bien plus injustifiable. » Et en fait, quand on se penche un petit peu sur l'historique, eh bien, on se rend compte que dès 2017, les journalistes étaient au courant que cette affaire de collusion était plutôt un fantasme qu'une réalité. Par exemple, dans une enquête menée donc, en 2017, le média Project Veritas avait pu obtenir des confidences d'un producteur de CNN qui déclarait alors « Cette collusion pourrait être n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est du vent en tout cas. Nous n'avons aucune grosse preuve. » Et ce producteur déclarait également « Donald Trump a sans doute raison de dire qu'il s'agit d'une chasse aux sorcières et que nous n'avons pas de preuves réelles. » Alors Jean-Yves, quand on voit tous ces éléments mis bout à bout, on se dit qu'il y a quand même un début de remise en cause, mais que c'est quand même très léger. Oui, alors il y a beaucoup de choses intéressantes dans cette affaire qui a une importance évidemment mondiale. C'est qu'avec la guerre d'Irak, on a eu ce qu'on pouvait appeler, avec les guerres de Serbie d'ailleurs, on a eu les bobards de guerre. Là, je serais tenté de dire, c'est le bobard va-t-en-guerre. Parce que c'est un bobard, l'accusation que Trump aurait été aidé par la Russie, qui, par nature, dégrade des relations que Trump peut avoir avec Poutine. Et objectivement, les relations entre les États-Unis et la Russie sont aujourd'hui assez dégradées. Et je crois qu'une des causes de cela, c'est ce bobard va-t-en-guerre de l'ensemble des médias. Donc, encore une fois, le bobard, ça marche. Le bobard, ça marche. Même quand ça paraît désavoué un peu plus tard. Alors là, on a affaire, comme dans beaucoup d'autres sujets, à du bobard mondial, puisque le bobard, il s'est répandu dans la presse américaine, mais aussi dans toutes les presses européennes, notamment. Bon. Donc, on a un bobard mondial et qui est produit, c'est très bien expliqué dans le livre que Michel Geoffroy avait publié sur la superclasse mondiale contre les peuples. Il y a les mêmes structures de pouvoir dans les différents États, entre les puissances financières, les puissances idéologiques et les puissances médiatiques. Et tout ça converge. En l'occurrence, ça a convergé contre Trump, puisque le candidat, au fond, du système, de la superclasse mondiale, c'était Mme Clinton. Voilà. Donc tout ça s'explique assez bien. Alors, il y a tout de même peut-être une nuance à apporter, c'est que malgré tout, il y a un peu plus de diversité dans la presse américaine qu'il n'y en a, par exemple, dans la presse française. Vous me direz, c'est pas difficile. Oui, c'est pas très dur. Il y a une double diversité, d'abord parce qu'il y a des médias alternatifs plus puissants qu'en France. Je pense notamment à Fox News ou à Breitbart, qui ont plus de puissance que, malheureusement, les médias alternatifs en ont en France. Et puis, il y a au sein des médias dominants américains, tout de même, un petit peu de remise en cause. Je trouve que ce que vous avez cité, émanant notamment du Washington Post et du New York Times, donc le cœur du système médiatique américain, en tout cas en presse écrite, c'est un point intéressant. Mais encore une fois, les dégâts sont faits. On aura passé 2 ans et demi à écouter des bobards. Voilà, sur ce sujet-là, comme sur beaucoup d'autres. Et ces bobards, comme vous le disiez, eh bien, ils ont atteint la France, puisque les médias français ont couvert cette actualité. Alors, il y a encore quelques semaines, eh bien, Le Monde titrait sur cette possible collusion. Enquête russe, le procureur Mueller, cauchemar de Donald Trump. Et puis, finalement, il y a quelques jours, la une du Monde est tout à fait différente. Trump triomphe après les premières conclusions de l'enquête russe. Donc c'est un changement de ton qui est assez spectaculaire. Alors ce qui est intéressant avec Le Monde, c'est qu'il semble reconnaître quand même que le rapport Mueller exonère Donald Trump,
ce qui est plutôt honnête. Mais certains médias français n'ont pas du tout cette bonne foi. On a par exemple Europe 1 qui titre « Enquête russe, Donald Trump est-il totalement hors de cause ?» avec un point intéressant, un verdict que Donald Trump s'est empressé de transformer en victoire judiciaire et politique. Donc là, on a un parti pris médiatique. En quoi ça serait de la transformation, alors même que précisément c'est une victoire judiciaire, puisqu'il ne va pas être poursuivi judiciairement pour ces faits-là. Et victoire politique, bah oui, évidemment, c'est une victoire politique pour Donald Trump, mais il n'a pas besoin de la transformer, c'était déjà de fait. Alors dans l'article, on retrouve quelque chose qui est présent dans certains médias américains et d'autres médias français, on va le voir, des doutes sur une éventuelle entrave à la justice laissés entrouvert dans la conclusion du rapport. C'est une volonté de nuancer, de relativiser, qui est aussi recherchée par le Huffington Post, qui a publié un article. Trump se félicite d'être totalement disculpé par Mueller, mais ce n'est pas ce que dit le rapport. Donc on a une volonté médiatique très claire de minimiser la victoire de Donald Trump avec cet autre article du Huffington Post. Rapport Mueller sur l'obstruction à la justice, Trump n'est pas disculpé. Donc on voit, Jean-Yves, qu'en France, on se pose encore quelques questions. C'est extraordinaire parce qu'en général, on n'a pas à être disculpé, ou on est coupable ou on est innocent. Là, on utilise une forme négative en disant bah oui, on n'a pas prouvé son innocence. C'est toujours très difficile de prouver l'innocence. Bon, alors le Huffington Post, c'est évidemment derrière le Huffington Post, on a Madame Sinclair, donc on a le cœur du système médiatique et de la superclasse mondiale qui n'a jamais accepté l'élection de Trump. Et ce qui est amusant, c'est que les médias français, et comme les médias américains par ailleurs, on a l'impression qu'ils n'apprennent pas de leurs erreurs, quoi. Ils ont pendant des mois et des années, ils ont martelé que Trump allait être destitué à cause de cette affaire de collusion. Et là, on a un rapport qui leur prouve que non. Et malgré tout, ils cherchent quand même la petite bête. C'est assez étonnant. Hein. Ah oui. Et en ça, les médias français et américains se ressemblent un petit peu. Parce qu'il y a des médias américains qui ne s'avouent pas encore totalement vaincus. Non, mais il y a un peu plus quand même. En tout cas, les deux grands médias américains ont reconnu quand même un peu les faits, comme le grand média écrit français quand même Le Monde, dont le titre est quand même sans ambiguïté. Voilà. Un petit peu d'espoir, donc. Ouf. N'exagérons rien, n'exagérons rien. Passons au zapping. On n'a pas besoin de Français ici. C'est entre Algériens ici. Vous avez compris, messieurs? C'est entre Algériens ici. Vous avez rien à foutre ici, messieurs. Si, c'est en Algérie et on n'a pas besoin de Macron ici. Macron, dégage! J'ai décidé effectivement de changer cette stratégie qui consistait à tenir à distance, à bloquer, à les laisser casser sur des rues, sur des espaces. Sous ce nuage de gaz lacrymogène, le centre-ville du Mans. Il est un peu plus de 9 h ce matin. C'est le théâtre d'une bataille rangée. Plusieurs centaines de forains tentent de prendre d'assaut la mairie. Armés de boucliers de fortune, ils affrontent les forces de l'ordre avec des projectiles de toute nature. Les gens ont du mal à reculer, vous avez vu, il y a toujours quelqu'un qui va un peu à l'affrontement, mais au contact. On voit cette charge en direct, voyez des gendarmes, évidemment des forces de l'ordre. C'est pas vraiment une charge, on va dire, c'est une avancée. Une charge, c'est plus violent que ça. Ah oui, alors une avancée, vous avez raison, il faut être précis pour faire évacuer cette place. Le président Emmanuel Macron à Nice ce matin, qui souhaite d'abord un prompt rétablissement à Geneviève Leguet, qu'elle sorte rapidement de l'hôpital. Mais il faut aussi avoir un comportement responsable, lui dit-il. Je lui souhaite un prompt rétablissement et peut-être une forme de sagesse. Enfin, j'ai été stupéfait par cette phrase. J'ai cru d'ailleurs à un fake au départ en me disant que c'était pas possible. Pourquoi dire cela ? À quoi ça sert? Je vous pose simplement la question. C'est une leçon qu'il est en train de lui donner. Pourquoi? J'ai pas envie de commenter ce qu'a dit le président. C'est plus fort que lui, quoi. Je veux dire, il aurait dû s'arrêter à prompt rétablissement. Mais c'est ça, quoi. Bon rétablissement, madame. C'est tellement difficile pour lui de faire preuve d'empathie et de s'arrêter là. Donc là, il est encore donneur de leçons, il prend de la hauteur. Il a pas 50 ans, ce gars. Il a tout juste 40 ans, il donne des leçons à une dame qui a 73 ans et qui pourrait être sa mère. J'ai commencé à regrouper certains groupes, à dire qu'il faudrait un rond-point à tel endroit, à tel endroit. Un engagement nourri par sa situation personnelle. Fleuriste, il était à la tête de son entreprise. Il estime que le RSI puis les hausses de prix du carburant l'ont conduit à mettre la clé sous la porte. Ma situation aujourd'hui, je suis au RSA, je touche 540 € par mois.
Voilà, je suis logé par des tiers personnes parce que j'ai tout perdu. Je n'ai plus de maison, j'ai plus d'appartement. Si vous êtes méprisé, c'est parce que vous êtes français blanc, voilà la réalité. Et c'est un réunionnais qui vous parle. Moi, le demi-noir qui ressemble à un arabe, j'affirme que le peuple de France est méprisé jusqu'à être remplacé. Et puis on lâchera rien, on sera là tous les jours. Voilà, je pense que c'est important. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est une vie meilleure, vraiment. La une de votre magazine, Étienne Gernel, quand même, parce que les stagiaires, ceux qui clochent en Macronie, bon ben voilà, au moins ça a le mérite d'être clair. C'est vrai que la semaine dernière, le président de la République au ski, alors qu'on savait depuis des semaines que ce samedi-là allait être particulièrement chaud, c'est vrai que Castaner en boîte de nuit, c'est quand même ça concerne, mais surtout sur le fond. Sur le fond, on voit bien que depuis quelques mois, ça patine. Stéphanie Yoncourtin, normande, maire de Saint-Consté. Je me trompe pas, je ne vais pas... Saint-Comté, excuse-moi. Laurence Faring, pardon, excuse-moi. Xavier Fournier, qui représente aussi l'agglomération nantaise. Décidément, excusez-moi. Battisti, chez Jarret, Battisti m'a tué. Pourquoi ? C'est vraiment un salaud parce qu'il a tué de sa main un gardien de prison, de sa propre main, un gardien de prison et un policier. Il a participé et commandité le meurtre d'un boucher et d'un bijoutier, dont le fils est toujours d'ailleurs tétraplégique. Il a mutilé 3 Italiens cloués dans un fauteuil roulant et il a commis toutes sortes de braquages. C'est pas une découverte parce que tous ces crimes sont documentés et l'ont été parfaitement racontés par les repentis. Il a dit « Je me suis moqué de tous ceux qui m'ont aidé. Je n'ai même pas eu besoin de mentir à certains d'entre eux. » Et il ridiculise ainsi Bernard-Henri Lévy et Fred Vargas, François Hollande, Philippe Solers, Guy Bedos, Jacques Higelin, Sappho, Pierre Vidal-Naquet, Dan Frank, Miu Miu, Georges Moustaki, Daniel Mitterrand, etc., etc. Est-ce que vous croyez qu'on est plus fort avec une nation de 60 ou 70 millions d'habitants ou un continent de 550 millions qui respecte la souveraineté des nations? L'Union européenne est la zone économique la plus faible du monde. C'est une zone économique qui est incapable de protéger. Il faut la changer. Et vous avez raison, et c'est peut-être pour ça que vous voterez pour nous le 26 mai. Nous, on défend une grande Europe des nations. Ah, j'aime beaucoup le final de ce zapping avec le ha-ha-ha de El Kabbach, qui avoue à quel point il est hostile au Front National par ce ha-ha-ha. Et aussi que Bardella est assez drôle pour le coup. Et Bardella est assez drôle, oui, tout à fait. Mais c'est pas la première fois d'ailleurs. C'est bien envoyé. On note. Ouais. Mais donc là, le ha sardonique d'El Kabbach, très beau moment de télévision. Bravo. Alors, on avait dit, on a quand même un certain nombre de gens ont dit que la police était un petit peu ambiguë. Que les autorités gouvernementales étaient ambiguës vis-à-vis des Black Blocs et des casseurs. Et ben là, c'est formidable, on a une vidéo où M. Castaner lui-même reconnaît que sa consigne, c'était laisser faire, laisser casser, et que la consigne, c'était de laisser les casseurs casser, notamment au mois de décembre. Voilà. Ceci étant, là aussi, ça a fonctionné, puisque le Parti de l'Ordre s'est mobilisé contre les Gilets jaunes sans voir la manip gouvernementale qu'il y avait derrière. Voilà. Belle séquence de Gilets jaunes. Ce Gilet jaune qui dit « Le peuple de France est méprisé jusqu'à être remplacé ». Voilà, c'est quand même assez fort comme formule. J'aime bien aussi la couverture du Point avec les stagiaires, parce qu'on voit après les stagiaires à l'œuvre avec la présentation absolument calamiteuse de la liste La République En Marche, avec le présentateur qui bafouille, qui se trompe sur les personnes, qui confond les hommes et les femmes, les Normands et les Provençaux, et j'en passe. Et à la fin, la tribune qui s'effondre. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on a connu meilleur départ pour une liste. On a connu meilleur départ, puis surtout quand même que c'est des gens qui ont des moyens financiers, qui ont énormément de moyens financiers. Donc, ils ne peuvent pas avoir l'excuse de manquer de 3 sous pour en faire 4. Non, ils ont plutôt 5 sous pour en faire 4. Et ben, c'est quand même calamiteux. Donc, ce sont vraiment des stagiaires, oui, tout à fait.
Le Point a eu un bon titre, la reconnaissance. Effectivement, et c'est assez étonnant. Et tout comme la séquence a été humoristique, a été filmée par BFM TV. Donc c'est assez intéressant. Passons au deuxième sujet, racaille contre Rome dans le 9-3. Vous en auriez entendu parler pendant des heures d'émissions spéciales si les protagonistes avaient été européens. Depuis plus d'une dizaine de jours, des rumeurs d'enlèvement d'enfants enflamment les cités parisiennes. Des enlèvements d'enfants réalisés par des Roms conduisant des camionnettes blanches. Et les violences contre ces Roms se multiplient, lynchages, attaques de campement, etc. Donc on va reprendre la chronologie un petit peu des choses. Le 17 mars, premier article du Parisien sur une attaque de camionnettes par des jeunes d'une cité de Colombes, avec sur les réseaux sociaux en parallèle des internautes ultra majoritairement extra-européens qui félicitent les jeunes de cité d'avoir agi. Et pour expliquer cette affaire quand même très obscure sur le moment, LCI publie le 20 mars un article explicatif. Hauts-de-Seine, comment une rumeur d'enlèvement d'enfants a mené à un lynchage. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que les journalistes parlent bien de lynchage spécifiquement de Roumains. Pourtant, de manière très étrange, c'est un lynchage qui cible une nationalité particulière. Les journalistes n'évoquent à aucun moment qu'il pourrait, pourquoi pas, s'agir d'attaques racistes. Et en fait, on comprend mieux ce silence gêné dans un autre article de LCI du 26 mars, donc 6 jours plus tard. Rumeur d'enlèvement d'enfants ville par ville, le déminage d'une intox totalement irrationnelle. En fait, on se rend compte que le point commun entre tous ces lynchages, c'est qu'ils ont été réalisés dans la région parisienne, dans des cités. Par exemple, Clichy-sous-Bois et Bobigny, Colombes, Bondy, Aubervilliers, Noisy-le-Sec. Donc des jeunes de cité majoritairement, ultra majoritairement extra-européens, si on s'en fie aux vidéos disponibles sur les réseaux sociaux, qui attaquent des Roms. Pourtant, Le Monde trouve le moyen de culpabiliser les Européens. Dans cet article, la haine anti-tzigane revient toujours par secousses dans l'histoire de l'Europe. Dans cet article qui donne la parole à Ilsen About, un chargé de recherche au CNRS spécialiste de l'histoire des tziganes, on apprend que ces rumeurs ont des racines profondes ancrées dans l'histoire de l'Europe et qu'elles sont révélatrices de l'exclusion dans laquelle les sociétés européennes maintiennent les communautés tziganes vivant en leur sein. Le spécialiste déclare notamment qu'en Europe, les tziganes ont toujours été accusés de toutes sortes de crimes imaginaires. Et le journaliste pose donc la question, qu'est-ce que la persistance de ce rejet nous dit du rapport de nos sociétés, sous-entendu européennes, aux communautés tziganes ? Le spécialiste répond en déclarant que la haine anti-tzigane revient toujours par secousses dans l'histoire de l'Europe et que cela vient d'un refus d'admettre la présence familière des mondes roms en notre sein, au sein des sociétés européennes. Alors Jean-Yves, on voit qu'il y a un traitement médiatique qui est assez particulier. Alors, je serais tenté de dire que sur cette affaire de l'agression de Roms dans les cités maghrébines, arabo-musulmanes de la Seine-Saint-Denis, il y a une quintuple occultation. Ça fait beaucoup. Ah, ça fait beaucoup. C'est une première dans l'histoire d'Immédiat. Ils ont été très bons, très bons. Première occultation, d'abord le décalage dans le temps. C'est-à-dire que l'affaire se développe pendant une dizaine de jours avant que les grands médias en parlent. Les réseaux sociaux en parlent, et notamment il y a certains de souche dit aux médias où vous vous réveillez. Alors en fait, ils ne se réveillent pas pour deux raisons. La première, c'est qu'ils sentent que c'est pas politiquement correct. La troisième, c'est qu'ils ont peur d'aller en banlieue. Et que les médias ne vont plus, ils sortent plus du périphérique, en gros. Voilà, ils peuvent aller très loin, à la limite, mais ils ne sortent pas du périphérique. Bien. Donc, première occultation, le décalage dans le temps. Il faut environ une dizaine de jours pour que ça sorte. Deuxième occultation, il n'y a pas de une. Il n'y a pas de une. Troisième occultation, il n'y a pas d'accusation de racisme. Alors, c'est au minimum un conflit ethnique, ethno-racial. Quatrième occultation, c'est un conflit entre migrants, en fait. Et dont on voit bien donc que la société multiculturelle, elle est multiconflictuelle, parce qu'il y a d'un côté le monde arabo-musulman implanté quand même depuis peu de temps, et les Roms... Il n'y a pas que des arabo-musulmans dans les cités et les Roms qui... enfin, c'est eux il y a aussi des Africains subsahariens, il y a aussi quelques Européens, voilà. Résiduels, oui, tout à fait.
Mais en l'occurrence, ce sont plutôt les arabo-musulmans qui ont bougé dans cette affaire. Sur les images qu'on peut voir dans les réseaux sociaux, parce qu'il faut se raccrocher aux faits, oui, effectivement, on voit une dominante extra-européenne assez claire. Oui, bon. Voilà. Et donc, de l'autre côté, ce sont des Roms, c'est-à-dire, on emploie le mot tzigane, qui est un vieux terme là, dans les articles. En fait, ce sont des gens qui sont arrivés en France depuis 10 ans ou 20 ans ou 30 ans en venant des Balkans. Ce sont aussi des migrants. C'est un conflit entre migrants. Cinquième point, c'est pas tout à fait une occultation, mais c'est une accusation particulièrement infondée. On met en cause les traditions européennes. Donc voilà une affaire où les Européens sont pas dans le coup, les Français de souche sont pas dans le coup. Et on le saurait s'ils étaient dans le coup. S'ils étaient dans le coup, on le saurait parce qu'ils feraient la une matin, midi et soir. Eh bien, c'est quand même eux qu'on accuse. Voilà. Hein, il faut en permanence que les Européens se couvrent la tête de cendre, même pour ce pourquoi ils ne sont en rien responsables, ni pour le présent, ni pour le passé, ni pour l'avenir. Alors, c'était pas la première fois que les médias rapportaient des affaires de conflits entre jeunes de cité et Roms, puisque eh bien, le premier... Ah, vous parlez le politiquement correct maintenant, Nicolas. Jeunes de cité... c'est un terme englobant, on va dire. Les voix de TF1, du Monde et de Libération vont bientôt vous être ouvertes. Peut-être. Ah ouais. Mais en tout cas, ça a déjà eu lieu par le passé. RT nous apprenait que des squatteurs roms avaient été délogés par des jeunes de cité. Et puis, plus ancien dans le temps, à Marseille, des Roms avaient dû abandonner leur camp face aux pressions de riverains de quartier. Donc, on a déjà... c'est pas nouveau, ce genre de conflit. Le vivre ensemble entre les Roms et, comment vous dites, les jeunes des cités n'a pas l'air de se passer toujours facilement. Exactement. Et ce qui est aussi intéressant dans cette affaire, eh bien, c'est que le silence d'LCI entre le 20 mars et le 26 mars, c'est quand même un petit peu long pour découvrir les tenants et aboutissants de cette affaire. Eh bien, il est notamment dû à une journaliste qui est auteure des 2 articles en question, Anaïs Condomine. Et Jean-Yves, eh bien, elle s'était fait remarquer, cette jeune femme, en 2015 pour avoir publié un article au titre évocateur « Non, les terroristes de Daesh ne s'infiltrent pas parmi les migrants ». On voit que la minimisation, c'est une spécialité. C'est un espoir à suivre peut-être pour les prochaines cérémonies des Bovards d'Or. Il faut suivre les jeunes espoirs. Passons au tweet. Beaucoup de choses. Un petit bobard de Paris Match qui nous explique que Mme Macron aurait donné le coup de départ d'un match, ce qu'elle n'a pas pu faire puisqu'elle avait été huée au préalable, la malheureuse. Voilà, donc c'est un petit bobard. Enfin, c'est... Bobard de courtisan. Bobard de courtisan. Voilà, bobard de courtisan. Alors, il y a le bobard de courtisan, mais il y a aussi le bobard industrialisé ou institutionnalisé, puisque on apprend grâce à l'Observatoire des journalistes et de l'information médiatique que il est créé un fact-check à l'échelle européenne pour garantir la sincérité
l'honnêteté du scrutin européen et qui va fact-checker, c'est-à-dire en fait dénoncer les idées qu'il est interdit dont il est interdit de parler parce qu'elles ne sont pas politiquement correctes. Eh bien, une opération dans laquelle on trouve Google, Soros, et puis les décodeurs du monde, entre autres, pas seulement les décodeurs du monde, dont on sait qu'ils sont, dont on va voir à quel point ils sont des faussaires. Voilà. Un point intéressant, parce que notre rôle, c'est aussi de suivre l'actualité médiatique et l'actualité de ce qui se passe à l'intérieur des médias, dans les équipes des médias. Et il y a deux choses tout à fait intéressantes. D'abord, on avait vu l'affaire des Arocs, où, à la suite d'une campagne de dénonciation pour des canulars téléphoniques remontant à plus de 10 ans, l'équipe, ou plus exactement le rédacteur en chef des Arocs en ligne, David Doucet, avait été viré dans des conditions, à mon avis, douteuses par rapport au droit du travail. Bah, tout va bien. Il est remplacé. C'était un homme blanc, jeune, trentenaire, pas cinquantenaire. Il est remplacé par une femme féministe, militante LGBT, qui a travaillé à Tétu Femmes, etc., et qui est à la tête d'une association qui s'appelle le collectif des femmes journalistes pour prendre la une, c'est-à-dire en gros pour prendre la place. Elle n'est pas à la tête, mais elle participe à cette... Elle est militante. Bon. Et donc là, c'est réussi, effectivement. On a eu une opération de liquidation d'une équipe de journalistes au profit d'une autre équipe de journalistes. Vous me direz, c'est au sein de la gauche. Hein. Bon, on ne va pas non plus verser des larmes excessives, mais enfin, c'est quand même assez significatif. Ce monde est cruel, ce monde est cruel. Alors ce monde est doux aussi, puisqu'on voit qu'un certain nombre de journalistes sont en très bonne place sur la liste La République En Marche, dans les 10 premières places en tout cas. Il y a un des directeurs de l'information de France Télévisions. Bravo. En Outre-mer. Bravo France Télévisions, oui, qui couvre l'Outre-mer, mais enfin, qui est directeur. C'est quand même le service public, c'est vrai. C'est quand même le service public. Et puis, on a un grand éditorialiste, Bernard Guetta, qui est aussi dans la liste La République En Marche. Alors, et qui en plus veut continuer à être journaliste par ailleurs. Ce qui est... Bon, voilà, comme beau. Ça, il peut cumuler, il n'y a pas de souci, il va pouvoir cumuler gentiment. Alors, c'est assez intéressant, parce que d'abord, apparemment, des journalistes sur les listes, on les trouve là, sur La République En Marche. C'est assez normal, c'est le parti au pouvoir. Ce n'est pas très nouveau. À l'époque de Mitterrand, il y avait eu ma mère, qui était un journaliste qui avait viré écologiste quand l'écologie intéressait Mitterrand. On a eu Cavada, à une époque centriste. Et on a eu Gerbeau et Péricard, là ça remonte plus loin. Péricard qui a d'ailleurs été un très bon maire de Saint-Germain-en-Laye, à l'époque RPR, quoi. Donc il y avait des journalistes RPR sur les listes RPR à l'époque RPR, des journalistes écolo-socialistes à l'époque écolo-socialistes et des journalistes LRM à l'époque LRM. C'est la preuve de la très grande indépendance de cette profession. Voilà. Mais je dois en oublier. Ceci étant, ce sont des citoyens, ils ont aussi le droit d'être candidats. Faut pas, voilà. On va pas commenter l'affaire Bellatar, l'affaire Benalla. Bon, c'est l'entourage racaille de Macron. Bon, bah voilà, ça se passe comme ça doit se passer. J'ai bien aimé le premier tweet là, avec vous êtes dans les 3 cercles, 1984. On change les mots, on change la vérité. Fahrenheit 451, on brûle les livres. Et le meilleur des mondes, on fait les manipulations génétiques, on transforme, on est dans le transhumanisme. Bah oui, on est à l'intersection des trois. C'est pas extrêmement rassurant. Si on voulait rester dans le roman, mais on pourrait aussi citer le camp des saints, qui est aussi une bonne explication de la situation actuelle. Passons au 3e sujet. Grand remplacement, les décodeurs pris la main dans le sac. Les décodeurs du monde, ce sont ces autoproclamés gardiens de la vérité qui entendent traquer les mensonges ou les erreurs des simples mortels qui n'ont pas le bonheur d'être des journalistes au monde,
Mais voilà, il semblerait que les décodeurs aient sciemment menti dans un de leurs articles consacrés au grand remplacement de Renaud Camus. Ils dénonçaient un supposé constat sans preuve et évoquaient des chiffres qui contredisent l'essentiel de la thèse en parlant de migrants et descendants de migrants non européens qui faisaient à peine 5% de la population française. Alors nous avions rapidement évoqué cette affaire la semaine dernière. En effet, ce chiffre de 5% de migrants et descendants de migrants extra-européens est tout simplement faux. L'article vers lequel renvoyaient les décodeurs pour sourcer leur affirmation mentionnait bien le chiffre de 5%, mais uniquement pour les migrants, sans les fameux descendants. Et miracle, 7 jours après la publication initiale, eh bien, Le Monde corrige son erreur et augmente la proportion à 12%. On arrive donc à cette phrase. Même en additionnant les migrants extra-européens et leurs descendants, on peine à parvenir à 12% de la population française. On est donc très loin d'un remplacement. Alors Jean-Yves, on voit une modification et du coup ça change quand même un peu le sens de la phrase. Bah oui, mais la phrase reste un peu la même parce qu'on peine à atteindre 5%. Et 10 jours plus tard, on peine toujours à atteindre 12%. Ouais, c'est un peu bon. Donc, c'est quand même très différent. 5 et 12%, c'est très différent. D'autant plus que 12%, ce n'est pas le chiffre exact. C'est le chiffre peut-être exact entre les migrants et les descendants de migrants. À supposer qu'on connaisse exactement le nombre des migrants aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas, puisque à 30% près, on ne connaît pas la population de la Seine-Saint-Denis. Donc, première minoration. Deuxième minoration, les descendants à la 3e génération. Donc, il est évident que ce n'est pas 12%, c'est nettement plus que 12%. Alors, sans doute un peu plus. Nettement plus, parce que vous avez deux biais. Ceux qu'on ne compte pas, les migrants de première génération qu'on ne compte pas, et les migrants de troisième qu'on ne connaît pas, et les migrants de troisième génération qu'on ne compte pas. Donc il y a un bien important. D'ailleurs, le CSA a reproché aux médias audiovisuels de n'avoir à l'image que 18% et demi de minorités ethniques. Donc ça veut dire que dans l'esprit du CSA, les minorités ethniques représentent plus de 18,5% des gens. Voilà. Ou alors, il y a quand même une question à se poser. J'ajoute qu'évidemment, en matière de grand remplacement ou de changement de population, il faut raisonner en dynamique. Et la dynamique, ce sont les naissances. 38% de naissances non européennes, d'après les tests de dépistage qu'on fait pour la drépanocytose, sujet connu, et 18,5% de prénoms musulmans à la naissance. Donc c'est ça qui donne l'idée de la dynamique. Mais déjà, Le Monde, il part de 5%, qui est quand même, alors là, l'erreur absolue. Il corrige avec 12% à la demande. Et 7 jours plus tard. Et 7 jours plus tard. Et ce chiffre de 12% est encore inférieur à la réalité. Alors pourquoi ce changement si tardif du Monde Eh bien, coïncidence étonnante, cette modification, elle a été réalisée juste après la parution d'un article de Check News, donc les décodeurs de Libération. Immigrés et descendants d'immigrés hors Union européenne pèsent-ils 5% de la population, comme le dit Le Monde? Eh bien, dans cet article, les journalistes de Check News déclarent « Si on décidait d'additionner les descendants d'immigrés aux immigrés, on arriverait donc à 12% et non 5%, comme l'écrivait par erreur l'article du Monde ». On voit que c'est peut-être ça qui a motivé la modification des décodeurs, surtout que ça avait été signalé à plusieurs reprises avant. Donc, pareil, Check News qui parle d'une erreur, on peut se poser la question. C'est une erreur volontaire. Quand l'erreur n'est pas signalée au bout de quelques heures, qu'elle n'est pas corrigée. D'ailleurs, la bonne méthode, c'est pas de corriger l'erreur. C'est de garder l'erreur et de mettre en dessous un erratum. C'est ça qui devrait être fait. Quand on change le ils ont texte, mentionné qu'il y avait eu une modification, mais pas la nature. Voilà. C'est quand même pas des méthodes. Et quand on pense que ce sont des gens qui sont subventionnés, qui ont été subventionnés par l'État, qui ne sont peut-être plus maintenant, qui sont subventionnés par Google, qui sont subventionnés par Soros pour nous dire la vérité, il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Tout ce qui vient des décodeurs du Monde doit être regardé avec la plus grande méfiance. Je serais moins sévère pour Check News de Libération, qui de temps en temps fait des choses quand même de qualité. L'AFP Factuel étant globalement plus près des méthodes des décodeurs du Monde que de Check News de Libération. Check News de Libération
il y a quand même parfois des choses assez pertinentes. Alors il y a des différences de méthode, mais ils vont se retrouver dans un objet commun qui est le fameux fact-check Europe pour les élections européennes. Les décodeurs du monde et Check News vont être ensemble. Donc, pour soutenir les listes de Soros aux élections européennes. Ouais. Voilà. Ça va être la fin de cette émission. Jean-Yves, est-ce que vous avez un coup de chapeau? Eh bien oui, j'ai un coup de chapeau, figurez-vous, Nicolas, politiquement incorrect. Ah bah c'est étonnant ça. Politiquement très incorrect. C'est un petit livre qui vient de paraître chez Pierre-Guillaume Deroux dans la collection Iliade, qui est fait par un avocat, Thibaut Mercier, et qui s'intitule « Athéna à la borne, discriminer ou disparaître ». Et qui est de fait un éloge de la discrimination, qui est une condition de la survie. Si on veut exister en tant que peuple, en tant qu'entité, en tant qu'identité, eh bien, il faut accepter de discriminer. C'est pas très politiquement correct, mais c'est un livre tout à fait fondamental. Je précise par ailleurs que Thibaut Mercier sera l'un des intervenants du colloque de l'Iliade le 6 avril prochain sur le thème Europe, l'heure des frontières. Parfait, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à nous envoyer votre veille médiatique et puis vos avis sur l'émission à l'adresse mail qui s'affiche sur vos écrans en ce moment. Et puis Jean-Yves, à la semaine prochaine. Rendez-vous la semaine prochaine.